Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons conclure, pour ainsi dire, le cycle sur les épigones avec Antiochos III, donc le roi séleucide. Alors d'emblée, on peut dire qu'il n'est pas forcément à proprement parler un épigone, hein, sachant que ce terme qualifie plutôt les fils et successeurs des diadoques, hein, mais disons qu'il est un peu à la charnière quand même, hein, entre, on pourrait dire, l'apogée des royaumes hellénistique, hein, donc on est là au milieu du IIIe siècle avant notre ère, et le lent déclin, hein, qui va amener ensuite la conquête romaine. Alors d'emblée, on peut remarquer qu'il porte l'épithète d'Antiochos le Grand, hein, Antiochos au Mégas. Donc on pourrait voir ça d'emblée comme une référence à Alexandre le Grand, hein, mais en fait il s'agit plutôt d'une référence au titre de grand roi, hein, que portaient les souverains achéménides, hein. Et donc il a pris cette épithète après ses victoires dans les hautes satrapies, hein, ce qu'on appelle l'anabase, hein, d'Antiochos III, hein, ce qu'on évoquera évidemment tout à l'heure. Donc il est né vers 242 avant notre ère et mort en 187, hein, et c'est le plus long règne, hein, parmi les souverains séleucides, hein, donc il a régné tout de même 33 ans. Donc, on peut considérer avec son illustre ancêtre Séleucos Ier comme l'un des plus grands rois séleucides. Alors, il a en effet affermi l'autorité des Séleucides en soumettant les gouverneurs rebelles au début de son règne, hein, et mené une longue expédition, hein, ce qu'on appelle l'Anabase, donc en référence évidemment à l'anabase de Xénophon et à celle d'Alexandre le Grand, hein, dans les satrapies orientales, hein, et il a livré deux guerres de Syrie contre l'Égypte ptolémaïque. Et finalement, donc désireux de s'établir en Anatolie, hein, il s'oppose au royaume de Pergame, hein, et donc finit par entrer en guerre contre Rome, et il est vaincu à la bataille de Manésie, donc qui est quand même très connu pour le coup. Alors, c'est intéressant parce que c'est vraiment un modèle de roi en mouvement, hein. Voilà, il va mener de nombreuses expéditions, hein, et il est le souverain, on pourrait dire, le plus prestigieux et le plus documenté par les sources littéraires, hein, notamment grâce à Polybe et à Tite-Live. On retrouve également pas mal de sources épigraphiques en Anatolie. Et en fait, on peut même d'emblée le dire, hein, c'est que depuis Alexandre, aucun souverain hellénistique n'a parcouru de telles distances, hein, menant campagne de la Bactriane jusqu'à la Grèce. Alors, voyons les débuts un peu chaotiques, hein, de son règne. Donc il est le second fils de Séleucos II, hein, et donc le frère de Séleucos III, sauf qu'en fait, celui-ci, donc Séleucos III, est assassiné en 223 par deux de ses officiers en Phrygie, hein, dans des conditions relativement obscures. Donc à cette époque, le royaume séleucide paraît affaibli, hein, Attal Ier, donc roi de Pergame, donc les Attalides, hein, s'est emparé de l'Anatolie aux dépens donc de son oncle Antiochos Hiérax, qui lui-même d'ailleurs a fait sécession en 241. Tandis que dans le même temps, l'Égypte ptolémaïque exerce, elle, une hégémonie maritime dans tout le bassin oriental de la Méditerranée, sachant également que les satrapies orientales manifestent des velléités d'indépendance. Et donc à la mort de Séleucos III, l'armée fait acclamer comme roi Achaïos II, hein, qui est un arrière-petit-fils de Séleucos Ier, qui fait partie d'une autre branche de la dynastie. Aux yeux donc de l'armée, Achaïos II paraît plus âgé, plus expérimenté, plus apte à exercer le pouvoir. Mais c'est étonnant parce qu'Achaïos, voilà, refuse le diadème royal, hein, et fait reconnaître les droits de son petit cousin, donc Antiochos III, alors gouverneur des satrapies supérieures, hein, ce qu'on pourrait appeler la Haute-Asie. Donc d'emblée, hein, une fois au pouvoir, hein, dans ces conditions assez étonnantes, on dira, Antiochos réforme l'administration du royaume. Donc il désigne Molon, satrape de Médie, pardon, excusez-moi, Molon, qui était alors satrape de Médie, devient gouverneur général des satrapies supérieures, à la place d'Antiochos, hein, tandis que l'Anatolie
est confié à Achaïos, qui jusqu'à là a fait preuve de sa loyauté. Et il maintient à ses côtés, hein, comme vizir, hein, ou préposé aux affaires, hein, le ministre Hermias, hein, qui était à ce même poste du temps de Séleucos III. Donc, il est difficile de savoir si toutes ces désignations sont à l'initiative même d'Antiochos, ou si on peut y voir l'influence d'hommes puissants comme Hermias ou Achaïos. Alors on sait qu'au début de son règne, hein, Antiochos fait venir à sa cour des poètes grecs, hein, dont Europhion de Chalcis, hein, qui devient le bibliothécaire royal jusqu'à la mort du souverain. Voyons maintenant, en deuxième temps, donc Antiochos face aux forces centrifuges, hein, il aura fort à faire contre les gouverneurs insoumis. Donc d'emblée, en fait, il va y avoir des conflits, hein, entre Hermias, hein, donc le vizir, hein, et d'autres officiers du royaume. Ces conflits sont connus, bon, de manière incomplète, hein, par Polybe. Alors en effet, Molon, hein, qui avait été donc désigné gouverneur des satrapies supérieures, dont la Perse et la Médie, hein, se rebelle en compagnie de son frère, qui s'appelle Alexandre. On est là en 222, donc très peu de temps après l'avènement d'Antiochos. Donc en fait, les deux hommes profitent, on imagine bien, du jeune âge du roi, hein, mais aussi de la récente réforme de l'administration, ce qui va ouvrir une période d'instabilité. Alors Polybe mentionne différentes raisons pour expliquer ce soulèvement. Donc en fait, c'est la crainte qu'inspire Hermias, qui a quand même beaucoup de pouvoir, ainsi que l'espoir qu'ont Molon et son frère Alexandre de nouer une alliance avec Achaïos. Alors, Polybe évoque tout de même, hein, le fait que Molon serait révolté davantage contre Hermias que contre Antiochos. Donc à cette époque, hein, le roi se trouve à Zeugma, donc sur l'Euphrate, et il accueille sa future épouse, la Odyssée III, reine du royaume du Pont. Donc des tensions apparaissent parmi les conseillers du roi, donc un dénommé Épigénès lui conseille de réagir vite avec l'envoi d'une armée, tandis qu'Hermias pousse à la reconquête de la Coëlésyrie, région disputée de longue date avec les Lagides, hein, au cours des différentes guerres de Syrie. Hein, il y en avait eu 3 déjà auparavant. Donc Antiochos finit par regagner la Syrie, mais Molon contraint les stratèges de la mer Royale à la retraite en occupant l'ensemble des territoires à l'est du Tigre. Donc Antiochos décide de marcher contre Molon, hein, mais Hermias le convainc d'y envoyer un stratège du nom de Xénotias, qui finit par se faire battre. Donc Molon en profite pour s'emparer de Séleucie du Tigre, hein, étendant plus encore sa domination. Donc on est là en 221, et à cette date-là, hein, on voit bien qu'Antiochos se trouve dans une situation difficile, sachant qu'il tente en vain de reconquérir la Coëlésyrie face à Ptolémée III. Donc le roi finit par se rendre lui-même en Orient, hein, sur les conseils d'Épigénès. La campagne est un succès, hein, puisque Molon est vaincu et se suicide. Alors le roi montre une forme de clémence, hein, auprès des soldats qui se sont rebellés, hein, et il procède à une nouvelle organisation de l'administration, notamment celle qui dépendait autrefois de Molon. Mais il se heurte en Anatolie à la rébellion d'Achaïos, hein, qui au départ lui avait donné le titre royal, mais qui finit par se proclamer roi, avec le soutien des Lagides. Et vers 220, il se résout à faire assassiner son vizir, donc Hermias, hein, ce qui assure sa popularité, et on pourrait dire l'affranchit de toute tutelle. Et donc Antiochos conduit la lutte en Asie mineure, hein, contre donc l'usurpateur Achaïos, hein, entre 216 et 213. Donc Sardes est prise, hein, mais Achaïos trouve refuge dans son imprenable acropole, et reçoit l'aide des Lagides. Sauf que Achaïos est victime d'une trahison, il tombe entre les mains d'Antiochos, qui le fait périr après un long supplice. Donc voilà pour cette, on va dire,
début du règne un petit peu chaotique. Alors, voyons maintenant, libéré de toute tutelle, qu'Antiochos va manifester une ambition qu'on pourrait qualifier d'impériale. Donc, on a bien vu qu'il avait restauré la souveraineté séleucide sur les satrapies orientales, en réprimant le soulèvement de Molon et de son frère Alexandre, et il tourne ses ambitions vers la Coëlée-Syrie, donc la Syrie creuse, donc en gros on pourrait dire Israël et Palestine actuelle, et il va concentrer toutes ses forces dans cette campagne, et il entend profiter de l'avènement de Ptolémée IV, qui est un très jeune roi, en 222, sachant que son père, Ptolémée III, a amélioré les positions de l'Égypte, sachant que Ptolémée IV, tout comme Antiochos III, est un jeune roi, il a à peine 17 ans. Et donc Antiochos cherche d'abord à récupérer Séleucie de Pierie, donc que les Lagides avaient récupéré, et il entame des négociations avec les ministres Lagides, Sosibios et Agathocle. Alors on pourrait supposer que c'est un piège tendu par les Lagides, parce qu'ils n'entendaient pas négocier, mais plutôt préparer l'armée Lagide pour la bataille. Et donc au printemps 218, il cherche à conquérir en totalité la Syrie creuse aux dépens donc des généraux Lagides, et il est aidé donc d'ailleurs par de nombreuses trahisons, notamment des chefs mercenaires. Et en 218, il envahit la région limitrophe entre les deux royaumes. Donc, lors de son périple d'ailleurs, il enrôle de nombreux mercenaires, dont des Arabes, qui lui fournissent un contingent très important d'infanterie légère, à peu près 10 000 hommes. Et donc, comme on disait, en fait, les négociations entamées avec les ministres de Ptolémée IV laissent le temps aux Lagides de préparer une armée considérable, notamment en intégrant des phalangites égyptiens, indigènes. Et donc les deux armées se livrent bataille en juin 217 à Rafia, à l'extrême sud de la Palestine actuelle, on est là, Gaza. Donc j'ai déjà évoqué cette bataille à part entière, voilà, donc je n'y reviendrai pas en détail. Au départ, voilà, la bataille semble gagnée, grâce à une charge victorieuse de la cavalerie menée par Antiochos III en personne, et à la déroute des éléphants de Ptolémée. Mais il se lance dans une vaine poursuite de la cavalerie lagide, pensant que Ptolémée IV se trouve au milieu de ses cavaliers, sauf que Ptolémée IV a eu le temps de rejoindre la phalange, et la bataille finit par être remportée par les Lagides. Une des plus grandes batailles, en tout cas des mieux connues de la période. Et donc Antiochos se retire à Antioche, et il conclut une armistice avec les Lagides, qui conservent la Coëlée-Syrie. Mais tout de même, Antiochos III récupère Séleucie de Pierie, qui est un port stratégique sur l'Oronte. On est là, bien sûr, en Syrie. Donc voilà pour cette première partie consacrée à Antiochos le Grand. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà pour la deuxième partie, donc consacrée au long règne d'Antiochos III, dit le Grand. Et on s'était arrêté à la 4e guerre de Syrie, qui se conclut par la défaite des Séleucides en 217 à la bataille de Rafia. Et donc là, il va tourner ses ambitions vers les satrapies orientales, en cherchant à rétablir l'autorité séleucide, et aussi et surtout à faire face à l'expansion des Parthes et à la sécession du royaume gréco-bactrien. Donc il parvient à surmonter son échec contre Ptolémée IV, et à former une armée considérable. Alors les chiffres sont peut-être exagérés, mais enfin Justin parle de 100 000 fantassins et de 20 000 cavaliers, mais bon, ce qui paraît plausible. On connaît évidemment toute la puissance des effectifs de l'armée des Séleucides, et donc il rassemble son immense armée à Ecbatane, en Médie. Donc on est là vers 212, et il va mener toute une série de campagnes victorieuses pendant 8 ans, qui s'apparentent à une nouvelle anabase, donc littéralement montée, ou montée vers le haut pays.
donc en référence à l'anabase de Xénophon et à celle d'Alexandre le Grand. On rappelle évidemment le titre hein, de l'œuvre d'Arien, hein, l'anabase hein, des conquêtes d'Alexandre. Ces épisodes sont bien connus grâce à Polybe. Alors il va débuter par une campagne en Arménie, hein, où un jeune roi qui est supposé vassal ne paye plus son tribut. Hein. Il finit par le soumettre hein, et lui fait épouser l'une de ses sœurs, qui s'appelle Antiochis, et place dans la principauté de stratège donc pour surveiller l'Arménie. Donc à la fin 211, il se dirige vers la Médie, hein, qui est alors aux mains des Parthes, hein, et il va spolier un temple d'Ecbatane. Donc on verra plusieurs fois d'ailleurs hein, des épisodes un peu de sacrilège, hein, cette spoliation lui offre tout de même 4000 talents. Un talent étant, que je regarde tout de suite pour pas me tromper, mais équivalent à 30 kilos d'argent. Et lors de cette campagne, il associe son fils Antiochos le Jeune hein, à la royauté, hein, il a alors à peine 9 ans, préparant déjà sa succession. Donc là, en 209, il mène une nouvelle campagne contre les Parthes. Hein. Il rencontre au départ peu de résistance, hein, mais la progression devient plus difficile à partir des montagnes d'Hyrcanie. Hein. Donc on est là au sud de la mer Caspienne. Et donc il va parvenir à vaincre les Parthes, hein, ce qui n'est pas une mince affaire, hein, qui sont alors gouvernés par le roi Arsas II, qui est contraint de conclure une alliance dont les détails sont inconnus. Alors les Parthes ne sont pas définitivement vaincus, hein, évidemment, hein, mais cette campagne permet de libérer l'axe de communication entre le cœur du royaume, hein, on dira le double cœur à l'époque, hein, donc la Mésopotamie, la Syrie, et les satrapies supérieures, donc l'Arie, la Margiane, la Bactriane, etc. Ensuite, entre 208 et 206, il mène une campagne contre le roi grec de Bactriane, hein, qui s'appelle Eutydème, hein, qui s'appuie sur une armée puissante, hein, contenant 10 000 cavaliers, hein, recrutés parmi la population iranienne. Et grâce à un effet de surprise, Antiochos parvient à mettre son adversaire en déroute et le contraint à se réfugier à Bactre, qui va avoir un siège très long, hein, durant 2 ans. Et Polybe d'ailleurs considère ce siège, méconnu, hein, mais comme l'un des plus importants de l'époque en termes de pôle cétique, on pourrait dire, d'art militaire. Donc les deux souverains finissent par établir un accord. Eutydème conserve son royaume et conclut une alliance matrimoniale. Son fils, qui s'appelle donc Démétrios Ier, hein, doit épouser une princesse séleucide, inconnue pour le coup. En tout cas, l'indépendance de la Bactriane n'a plus été remise en cause hein, par les Séleucides. Hein. On connaît évidemment le destin du royaume gréco-bactrien, donc un royaume de colons grecs, hein, au fin fond de l'Afghanistan actuel. À partir de 206, donc il marche jusqu'aux frontières de ce qu'on pourrait appeler l'Inde, hein, mais bon, c'est plutôt le Pakistan actuels hein, qui ont été annexés par des souverains indiens. Donc on est là en Arachosie, ainsi que dans ce que les Grecs appellent les Paropamisades. Et là, il finit par rencontrer un prince de la dynastie Maurya et renouvelle l'amitié qui le lie à lui. Et ce dernier lui offre des éléphants de guerre, un peu comme à l'époque, hein, les Mauryas qui avaient offert à Séleucos Ier une immense armée, hein, 500 éléphants de guerre, hein, qui lui avait donné la victoire à Ipsos contre Antigone. Et donc c'est intéressant parce que ce traité, en fait, assure la pérennité des relations commerciales entre le royaume séleucide et le monde indien. Alors le retour de l'expédition se fait par l'Iran méridional, hein, donc il traverse l'Arachosie et la Drangiane, hein, il hiverne ensuite en Karmanie, marquant pour Polybe la fin de l'expédition. Et donc il embarque pour l'Arabie, sachant que le reste de son armée marche vers Babylone, et il parvient en 205 à Gera, donc un important port commercial et carrefour caravanier, situé en actuelle Arabie Saoudite.
et là, il obtient le versement d'un tribut. Et il finit par embarquer pour Séleucie du Tigre. Alors, cette anabase est intéressante parce que voilà, ça permet aux Séleucides de maintenir ou d'affirmer leur autorité dans les provinces de Haute-Asie, mais on peut considérer qu'il n'y avait pas vraiment de plan de conquête, hein, qu'il s'agissait plutôt de mettre fin aux velléités des Parthes et des Gréco-Bactriens. Sauf qu'il va intervenir dans les affaires de Grèce, ce qui va empêcher aux Séleucides de capitaliser sur ses succès, bien qu'il retire de cette campagne un immense prestige, hein, d'ailleurs même les éloges de Polybe, hein, et c'est à l'issue de cette anabase qu'il prend le titre de grand roi, un Mégas Basileus, d'inspiration achéménide. Alors, voyons maintenant Antiochos et la 5e guerre de Syrie. En clair, il va prendre sa revanche suite à sa défaite à Raphia en 217. Et donc, il profite de la mort prématurée de Ptolémée IV, hein, et de la montée sur le trône de son fils qui a 5 ans, hein, qui est donc le jouet de ses ministres, hein, qui s'appelle Ptolémée V, pour déclencher la 5e guerre de Syrie, qui a duré donc de 201 à 195. Et en 200, Antiochos remporte une victoire, on est là près des sources du Jourdain, donc actuel Israël, à la bataille donc de Panion en 200, contre un général, c'est un général mercenaire, hein, Scopas d'Étolie. Et donc cette victoire, grâce notamment à des troupes montées, lourdement armées, hein, ce qu'on pourrait appeler comme les prototypes des cataphractaires, hein, donc qui s'est inspiré, là on imagine bien, des cavaliers parthes. Et donc cette victoire lui permet de reconquérir la Samarie et la Coëlée-Syrie. D'ailleurs, à Jérusalem, les Juifs l'aident à s'emparer de la citadelle, qui est alors aux mains des troupes lagides. Ensuite, Antiochos va se tourner vers l'Occident. Alors là, il faut revenir un petit peu sur le contexte. Alors, je ne vais pas trop développer, parce que c'est parfois un petit peu complexe, mais enfin voilà, c'est on pourrait dire, il va se fracasser contre l'expansionnisme romain, sachant qu'en fait, il va profiter du contexte de la deuxième guerre de Macédoine entre Rome et Philippe V, donc le roi Antigonide, pour intervenir en Asie mineure et en Thrace, avec, semble-t-il, pour ambition de restaurer l'immense empire de Séleucos Ier. Et donc, il se heurte au puissant royaume attalide, hein, donc le royaume de Pergame, en 198, et occupe les territoires qui avaient été pris donc, par Attale Ier, hein, sans que les Attalides, donc à l'époque dirigés par Eumène II, ne puissent intervenir. Il s'entend d'ailleurs avec le roi de Bithynie, hein, qui s'appelle Prusias, hein, qui lui offre une portion de la Phrygie. Et au printemps 197, Antiochos parvient jusqu'à l'Hellespont, hein, et occupe les détroits, donc actuel Bosphore et Dardanelles, hein, soumettant les cités grecques qui étaient alors sous autorité antigonide. Et il fait d'Éphèse sa base navale principale en mer Égée. En Ionie, il y a aussi quelques succès, mais plus limités, sachant que Milet et Magnésie du Méandre restent indépendantes. Alors, cette expansion inquiète les autres puissances d'Anatolie, hein, dont Pergame et Rhodes, sachant que Rhodes envoie même une ambassade, hein, afin de préserver ses intérêts en Carie, sachant également qu'il y a d'autres cités d'Anatolie, dont Lampsaque et Smyrne, qui refusent de se soumettre et qui font appel à Rome, mais celle-ci n'intervient pas dans l'immédiat, le Sénat ne donnant qu'un soutien de pure forme. Et donc là, Antiochos va prendre pied, on pourrait dire, en Europe, hein, il passe en Thrace en printemps 196, et il envoie une ambassade auprès des Romains. Donc c'est une rencontre, hein, qui ont lieu lors des Jeux isthmiques. Et là, les Romains énoncent par un senatus consulte le principe de la liberté des Grecs d'Europe et d'Asie, qui n'étaient pas alors sous tutelle antigonide. Et donc clairement, hein, c'est une manière d'interdire à Antiochos de s'en prendre aux Grecs d'Asie mineure, et, ou même d'envoyer une armée en Europe. Et on pourrait considérer que, voilà, que les Séleucides ne sont pas menacés tant qu'ils respectent
la liberté des cités. Et peu après, donc une conférence se tient à Lysimacheia, hein, donc on est là en Thrace, entre Antiochos et les ambassadeurs de Ptolémée V, avec la médiation des Romains. Et donc Antiochos est invité à évacuer les places occupées aux dépens des Lagides, tandis qu'il annonce aux Romains que les affaires d'Asie ne les concernent pas. Et en fait, Antiochos est trompé par une fausse nouvelle, hein, la soi-disant mort de Ptolémée V, et il rompt les négociations, mais échoue à prendre Chypre, donc évidemment la grande base navale, l'Agide en Méditerranée orientale, à cause d'une tempête. Et en 195, il finit par conclure un traité d'amitié avec Ptolémée V, donc ce qui met fin à la 5e guerre de Syrie, hein, à qui il offre sa fille Cléopâtre en mariage. Alors voilà, on pourrait dire que finalement cette conférence, qui a permis à chacun de se jauger, hein, aboutit à un statu quo plutôt favorable au départ à Antiochos. Voilà, sachant qu'en fait, Antiochos conclut un traité avec la cité de Lysimacheia, hein, qui est exemptée de garnison et de tribut, et la cité est destinée à devenir le lieu de résidence du nouveau prince héritier, le futur Séleucos IV, hein, sachant que le premier héritier, Antiochos le Jeune, est mort prématurément en 193. Et ça montre bien, hein, son ambition occidentale, hein, alors qu'avant, les vice-rois ont résidé à Sardes, donc en Phrygie. Alors, voyons là, ensuite, la guerre antiochique, ce qu'on pourrait appeler la guerre entre Séleucides et Romains. On est là en 192-188. Alors, là, il y a un fait qui est quand même intéressant aussi à noter, hein, c'est qu'on est là dans le contexte des guerres puniques, hein, parce qu'en 195, Antiochos accueille à sa cour Hannibal, hein, Hannibal Barca, ennemi notoire des Romains, hein, qui est parvenu à s'échapper, ce qui renforce évidemment la méfiance et l'hostilité des Romains à son égard, même si l'influence du Carthaginois reste limitée, ou en tout cas méconnue. Et en 194, les dernières légions romaines évacuent la Grèce, hein, après avoir aidé la Ligue achéenne à vaincre Sparte dans la guerre contre Nabis. Et en 193, Antiochos envoie une ambassade à Rome afin de solliciter l'amitié du peuple romain, et en réponse, Flamininus, donc le consul, hein, propose à Antiochos qu'il conserve la Thrace, tandis que les Romains, on va dire, conserveraient, ou en tout cas maintiendraient la liberté des cités grecques. Et des légats donc, romains se rendent ensuite à Pergame, hein, auprès de Mène II, et celui-ci, là pour le coup, pousse à la guerre, hein. Puis ils se rendent à Éphèse, hein, pour rencontrer Antiochos, hein, mais celui-ci quitte les négociations, prenant prétexte de la mort, hein, du prince héritier Antiochos le Jeune. Et donc son représentant, hein, qui s'appelle Minio, se montre très intransigeant envers les Romains, hein, et refuse les propositions romaines. Alors, on pourrait imaginer que voilà, ni Antiochos ni les Romains ont intérêt à la guerre, hein, mais les affaires de Grèce vont offrir un casus belli. Et ce casus belli, en fait, provient de la Ligue étolienne, qui est en fait alliée de Rome, hein, au cours de la guerre contre les Macédoniens, mais qui n'est pas satisfaite du tout du traité proposé par Flamininus, hein. Ils se sentent lésés, et les Étoliens, hein, vont se rapprocher du tyran de Sparte, donc Nabis, hein, qui a pu maintenir son pouvoir malgré la défaite. Et donc Antiochos est appelé à l'aide par les Étoliens, qui lui promettent en échange le ralliement d'une grande partie des Grecs. Et donc Antiochos, plein de confiance, débarque en octobre 192 à Démétrias, en Thessalie. Alors, l'armée qu'il conduit est beaucoup moins importante que pouvaient espérer les Étoliens, tandis que les ralliements des cités grecques restent rares. Et Athènes, hein, conserve sa neutralité, tandis que la Ligue achéenne, hein, fidèle à l'alliance romaine, déclare la guerre à Antiochos et aux Étoliens. Et donc là, on voit la première confrontation, hein, entre Séleucides et Romains, dans une bataille peut-être un peu méconnue, mais qui porte un titre célèbre, hein, c'est la bataille des Thermopyles, hein, on est là au printemps 191, où
Antiochos, en fait, voulait refaire un petit peu le coup des Spartiates, hein, lors des guerres médiques, hein, et il voulait, on va dire, fermer le défilé des Thermopyles, hein, sauf que les Romains, qui ont bien lu Hérodote, contournent les Séleucides et finissent par les vaincre. Et donc Antiochos repasse en Asie, et là, il est écrasé en 189 à la bataille de Magnésie du Sipyle par Scipion l'Asiatique, qui est donc le frère de Scipion l'Africain. Donc là aussi, je ne vais pas revenir en détail parce que j'ai évoqué cette bataille à part entière, donc la bataille de Magnésie, qui elle aussi en fait démarre bien pour Antiochos, hein, parce que voilà, il lance une poursuite contre les Romains. Il parvient donc à rompre le front avec ses cavaliers lourds, hein, ce qu'on pourrait appeler ses cataphractaires, mais il va se lancer dans une vaine poursuite dans le camp des Romains, sauf que les Romains ont le temps de se remobiliser et avec l'aide des Attalides à remporter la bataille. Donc là aussi, on pourrait dire, Antiochos se laisse un petit peu embarquer par de vaines poursuites de cavalerie. Et donc là, Antiochos est contraint de signer une paix très dure, hein, très désavantageuse, qui est très connue, hein, c'est la paix d'Apamée en 188. Et donc là, c'est vraiment une date clé pour l'histoire romaine ou l'histoire séleucide, hein, ça dépend d'où on regarde, mais voilà, les Séleucides perdent définitivement hein, l'Asie, on pourrait dire l'Anatolie, hein, à l'ouest du Taurus, hein, au profit des Attalides de Pergame, hein, qui deviennent donc des alliés fidèles des Romains, et plus tard d'ailleurs les Attalides vont léguer ni plus ni moins que leur royaume hein, à la République romaine. Et les Séleucides sont aussi contraints de livrer leurs éléphants de guerre et leur flotte, et doivent payer une indemnité considérable de 12 000 talents, sachant qu'une grande partie, selon Tite-Live, termine dans les poches des Scipions. D'ailleurs, pour revenir aux éléphants, mais il y a des légats romains qui sont envoyés en Syrie pour bien vérifier l'exécution des éléphants de guerre. Alors ce qui est aussi connu, hein, c'est que les Séleucides sont contraints d'envoyer des otages à Rome. Il y aura toute une série d'otages, voilà, des princes héritiers en otage à Rome. C'est le cas d'un de ses fils, Antiochos IV, hein, qui lui succédera plus tard, qui est envoyé comme otage à Rome. Et là, bah, son règne termine piteusement, on pourrait dire, hein, Antiochos le Grand, hein, parce que en fait, il prend prétexte de l'indemnité considérable qu'il doit payer aux Romains pour s'emparer d'un temple d'Élimaïde, hein, donc on est là dans une région de Susiane, hein, donc en Iran actuel, sauf que la population se révolte face à ce sacrilège, et il est tué comme un vulgaire bandit, hein, selon les dires de Polybe, hein, donc on est là en juillet 187. Et donc son fils Séleucos IV, déjà associé au pouvoir, lui succède, hein, sauf qu'il sera rapidement éliminé hein, voilà, par l'un de ses ministres, et c'est donc Antiochos IV qui va succéder, qui est connu pour avoir mené notamment des guerres contre les Maccabées, hein, donc on pourrait dire des tribus juives. Donc voilà pour la fin piteuse, hein, on pourrait dire, d'Antiochos III le Grand. Alors en guise de bilan, hein, malgré voilà, son échec face aux Romains, et sa fin, on pourrait dire, lamentable, il paraît disposer de qualités politiques et militaires. Alors, il a su affermir son pouvoir malgré la révolte de Molon et d'Achaïos, mais on peut aussi remarquer qu'il n'a pas baissé les bras face aux Lagides, hein, malgré sa défaite lors de la 4e guerre de Syrie, donc à la bataille de Raphia. Hein, il finit par prendre sa revanche en 200 et à vaincre les Lagides et à reprendre la Coélé Syrie. Et surtout, hein, il a mené voilà, l'anabase, une dernière grande anabase des souverains hellénistiques hein, en Haute-Asie, et finit, on l'a dit, par occuper la Coélé Syrie aux dépens des Lagides. Alors évidemment, ce qui va mettre fin à son règne, ou en tout cas la puissance séleucide en Anatolie, c'est le fait qu'il se soit heurté aux Romains, hein, par l'intermédiaire des Attalides, hein, donc de Pergame, hein, qui se sont alliés aux Romains. Et il aurait bien aimé hein, conclure pardon, un compromis avec Rome, hein, mais voilà, les Attalides se montrent intransigeants,
et il va être poussé à la guerre par la Ligue étolienne, et il est entraîné dans un conflit qu'il n'a pas nécessairement souhaité. Et donc, on pourrait dire que c'est le dernier grand souverain séleucide à se heurter à l'expansion romaine, et on pourrait considérer que malgré les conseils d'Hannibal, il n'est pas parvenu à vaincre les légions romaines. Donc voilà pour ce grand roi, mais qui termine, on va dire, comme souvent chez les souverains hellénistiques, de manière un petit peu piteuse. Donc voilà pour Antiochos III. Je vous dis à bientôt, et merci pour votre attention.